Donc, on a vu donc ce beau reportage de Sali Hamed sur le tourisme balnéaire et culturel. Et donc, de retour à Monsieur Fadi Abdallah, qui est guide touristique. Oui. Et pour parler donc de ce sujet, on va commencer par le taux. On dit que le taux du tourisme culturel et balnéaire a augmenté par rapport à l'année passée. Bien sûr, oui, ça c'est bien clair. Et c'est bien clair avec même le taux de revenus qui viennent du tourisme. Déjà, on doit comprendre, avant de commencer, on doit comprendre déjà que l'Égypte, vraiment, elle a toutes les conditions, ou bien tout ce qu'on peut dire que les conditions favorables pour un touriste qui vient. On a beaucoup, déjà la position et la position de l'Égypte elle-même sur la carte, avec cette location vraiment très particulière, oui. On a un climat agréable la plupart de l'année, déjà. Alors, ça c'est une première des choses. Deuxième des choses, en plus de ça, on a des richesses, on a des richesses et on a des trésors que presque l'Égypte c'est comme un musée ouvert. En plus que ça, bien sûr, outre que ça, on a aussi les destinations balnéaires, on a deux mers, la mer Rouge, on a la mer Méditerranée, on a alors une diversité de sites touristiques vraiment qui peuvent faire l'attraction à la plupart des goûts de tous les touristes. En plus que ça, maintenant, bien sûr aussi, l'État a commencé à s'intéresser et trouver que vraiment le tourisme c'est un grand pilier dans l'économie égyptienne. En plus que ça aussi, on a commencé à faire même dans notre promotion repose sur les deux destinations actuellement, ce sont le tourisme culturel et le tourisme balnéaire. Leur croissance, ça vient de quoi? On parle de plusieurs raisons. D'abord, si on peut parler un peu de chiffres sur le tourisme. Oui. On parle de tourisme maintenant, c'est cette année, l'année de 2024, on a eu à peu près 15,8 millions de touristes qui ont visité l'Égypte, avec une croissance de 6% en 2023. Par rapport à 2023, oui. 2023, oui. Deuxième de chose aussi, on a eu à peu près 15,3 milliards de dollars qui ont été venus et dépensés en Égypte. Bien sûr. Et ça, c'est un revenu touristique qui est très important pour la PIB. Alors aussi, ça a augmenté ça a contribué avec 8,5% de notre économie. Oui. En plus aussi, on a à peu près 151 millions de nuits touristiques d'hébergement. Ça veut dire qu'on a 15 millions de touristes et 151 millions de nuits touristiques dans l'hébergement, avec une augmentation de 7,8% depuis 2023. Tout ça, ça donne une marque que vraiment, il y a eu une grande croissance de taux de tourisme cette année-là. Oui, et bien sûr, je pense que jadis, donc, on parlait de Hurghada, de Sharm el-Sheikh, mais aujourd'hui, il y a de nouvelles destinations balnéaires, comme par exemple la ville d'Al Alamein, qui devient aussi une destination culturelle, puisque on organise dans la ville d'Al Alamein, la nouvelle ville d'Al Alamein, on organise des conférences, des festivals. Alors, c'est à la fois une station balnéaire ou une destination balnéaire et une destination culturelle. Il y a aussi la ville de Marsa Alam qui était peu connue donc dans le passé en comparant donc avec les villes de Sharm el-Sheikh et d'Hurghada. Alors il y a deux nouvelles destinations bien organisées, bien équipées et bien préparées pour le tourisme international. Bien sûr. Et le gouvernement ne va pas laisser comme ça. Le gouvernement, comme je viens de vous dire, que le gouvernement s'intéresse vraiment au tourisme comme étant un des piliers d'économie. Il fait beaucoup, comment dire. C'est pour ça qu'on attend plusieurs autres villes
et on attend même les anciennes villes qui vont être évoluées. On a même, par exemple, Hurghada, l'année passée, a reçu 60% du tourisme qui a visité l'Égypte, 60% à Hurghada comme destination balnéaire. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient bien sûr avec l'effort de l'État. Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Des charters, des vols directs depuis la plupart des capitales mondiales vers Hurghada, et vient vers Sharm el-Sheikh, et vient vers Marsa Alam. Tout ça, ça aide. Alors plusieurs choses, c'est l'État qui s'intéresse. Et c'est l'État qui va faire de ces anciennes villes-là, bien il va faire des villes plus récentes, ou bien il va faire, il va évoluer ces anciennes villes. Et attendez-vous à plusieurs autres villes. On a des grandes côtes sur la côte de la Méditerranée, soit la côte Méditerranée, ou bien soit la côte de la mer Rouge. On a des distances et des distances. Attendez-vous à plusieurs autres destinations balnéaires que l'État va bien sûr les faire. Surtout qu'aussi que l'État est en train d'essayer de faire l'attraction pour plusieurs investisseurs, surtout d'investisseurs arabes ou bien investisseurs des autres pays, pour augmenter avec le tourisme aussi. Le taux de croissance là n'est pas le taux qu'on veut. Attendu. C'est pas le taux attendu. Non, comment dire, on prévoit. Je pense on vise 30 millions de touristes. En 2030, on vise ça. Et on veut aussi plus que ça. Ça veut dire, on attend cette année 17 millions. L'année passée, c'était 15,8. On attend cette année 17 millions. Parce que déjà, avec les études des premiers quarts et premier quart et demi de cette année-là, les touristes ont augmenté en les comparant avec de 2024. Oui, alors, vous avez parlé des aéroports, par exemple, de nouveaux aéroports qui ont facilité, bien sûr, la venue ou l'arrivée des touristes en Égypte, de nouveaux aéroports comme l'aéroport d'Al Alamein, l'aéroport d'Alexandrie, et aussi, il y a un développement des infrastructures concernant les routes aussi. Il y a les routes entre Hurghada, par exemple, et Luxor. Alors les touristes qui passent de beau temps à Hurghada peuvent aussi faire du tourisme culturel en passant donc par la vallée des rois ou le temple de Luxor pour quelques heures, donc à travers le développement de ces routes, de l'infrastructure. Bon, l'infrastructure, c'était un sujet que j'allais parler à propos. Déjà, le gouvernement, c'est pas seulement l'infrastructure. Le gouvernement a fait plusieurs choses. On va parler maintenant de l'infrastructure. Vous avez raison. Ce que vous avez dit, ce sont les réseaux routiers. Sont vraiment maintenant, on peut, entre Luxor et Hurghada, ça ne prend pas 4 heures en quart. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent à Hurghada. Et là-bas, on leur vend ou bien on leur propose des destinations comme le Caire ou bien Luxor. Alors comme ça, ils ont déjà une semaine comme destination balnéaire, une semaine à la plage, un maillot de bain et tout ça. Et en plus, s'ils veulent une journée, depuis peut-être 3-4 heures du matin, et ils partent en quart, arrivent à Luxor, visitent la vallée des rois, vallée des nobles ou bien même la rive ouest de Luxor, le temple de Karnak, font quelques activités, mangent bien sûr, et puis retournent. La même chose de Hurghada vers le Caire. On les appelle overday. Ça, c'est ces destinations-là, ceux qui viennent du Caire, ceux qui visitent le Caire, visitent le musée du Caire, bien sûr celui qui est Tahrir, et aussi le grand musée égyptien. Pas encore le grand musée égyptien, je pense que c'est pas encore entré dans ces programmes-là, mais ça va venir, mais juste le plateau de Gizeh. Alors s'il n'y avait pas ces routes, ces infrastructures de route, ça vraiment, ça n'allait pas passer avec tout ça. Aussi, comme vous avez dit, les aéroports, pas seulement il est en train de faire des anciens aéroports, mais aussi de moderniser les anciens aéroports aussi, comme l'aéroport du Caire, tout ça. De Luxor aussi. De Luxor aussi. Et aussi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme tout ça, infrastructure, tous les temples, tous les sites touristiques, maintenant sont plus faciles à être visités. Tu passes sur ligne, tu peux réserver ton ticket depuis l'internet et tu passes et tout très bien, tu as sur ton portable ton QR code et tu fais comme ça sur la machine et tu passes. Et aussi on peut payer avec la carte, c'est plus avec des sous, des espèces d'autrefois. On peut aussi, même les entrées de la plupart des temples ont commencé à changer, à être plus modernes.
modernes. On parle de la vallée des rois, on parle de Dôme de Karnak, on parle de beaucoup d'autres destinations. Vous avez vu ce qui s'est passé, l'innovation qui a été faite au plateau de Gizeh. Déjà maintenant c'est complètement différent, même l'entrée n'était pas ici du tout, l'entrée était de l'autre côté. Alors maintenant on peut rentrer de cette entrée-là et c'est très moderne. Alors beaucoup de ça, tout ça c'est l'infrastructure. Autre chose d'infrastructure que le gouvernement voudrait bien faire, c'est que jusqu'à maintenant on a à peu près 228 000 chambres touristiques, de logements touristiques. Ça veut dire soi-disant hôtel, soi-disant motel, tout ça. Oui, c'est justement ce que je voulais vous demander, c'est le secteur de l'hôtellerie. Des hôtels, il y a donc un développement très remarquable dans ce secteur. Bien sûr. Avant ça, on n'avait pas, depuis quelques années, on avait presque 100 000, 100 et quelques. Maintenant, on a 228 000 chambres, 228 000 chambres touristiques, dont à peu près 40 à 50 000 chambres ont été déjà faites en 2025 et on attend en 2031 que ce soit 500 000 chambres touristiques. Parce que je vous ai dit que les nuits touristiques seront devenues 151,3 millions de nuits touristiques. Alors ces gens-là ont besoin de se loger. Alors on a augmenté. Déjà jusqu'à maintenant, c'est pas suffisant pour ce qu'on veut exactement, ou bien ce qu'on prévoit, c'est pas suffisant. On veut ajouter. Alors on doit ajouter des hôtels. Les hôtels on commence à rénover des hôtels. On appelle des investisseurs pour qu'ils viennent pour ajouter des hôtels et faire des hôtels. Tout le monde va tout le monde va bien bénéficier, va bien profiter. Quand le tourisme commence à être plus que ça. Tous les pays vont bien prospérer. Oui, et comme vous le savez, donc vous êtes guide touristique et vous savez bien que les touristes étrangers, surtout les Européens, tiennent à faire des plans à long terme. C'est-à-dire qu'ils réservent maintenant en Égypte pour des événements qui vont donc se dérouler en 2027 par exemple. Alors ils réservent 2 ans ou 1 an avant l'événement. Bien sûr, ils font tout ça. Bien sûr, il y a les Ils sont plans. bien organisés. Ils sont bien organisés, je sais, mais il y en a quelques-uns tandis qu'il y a quelques-uns que la dernière minute, ils réservent. Mais la plupart, vraiment, comme vous venez de dire, ils font leur plan depuis le début, surtout s'il y a un événement, comme l'inauguration du grand musée. Tandis que à chaque fois, ça change. Je pense que les gens ont changé de plan, mais les gens aussi, ils changent leur plan, tiennent à assister, ça c'est bien sûr. Beaucoup d'autres événements qui se déroulent, mais actuellement, c'est que à chaque fois que ça se passe quelque chose, n'importe quelle petite chose, comme ce qui s'est passé avec la guerre d'Israël et Iran, là, on commence à changer le plan. Alors ça a un point positif et un point négatif. Pourquoi? Parce qu'un point positif, c'est très bien de faire l'organisation depuis longtemps. On sait que les gens qui ont réservé depuis longtemps. Mais aussi, c'est que si moi je veux venir en Égypte au mois de décembre, je commence à organiser le mois de mai, juin. Alors en mai-juin, il y avait la guerre. Alors j'espère que personne... Alors c'est un point positif et un point négatif de réserver depuis... Que les gens commencent depuis longtemps à faire la réservation. En 2011, avant 2011, il n'y avait pas, ce que j'ai entendu, qu'il n'y avait pas de place en Égypte pour 3 ans. Ceux qui voulaient venir en Égypte ne pouvaient pas venir en Égypte qu'après 3 ans, autant qu'il y avait de tourisme. Et je pense que ça revient. Oui, et je pense que, comme j'ai entendu dire qu'en 2011, en janvier 2011, les hôtels étaient à 100% complets. Mon directeur m'a appelé, il m'a dit, écoute, toi tu vas rentrer pour 1 semaine, puis 4 mois, tu ne vas pas voir ta maison. Tu vas rester à la croisière. Alors ça c'était le tourisme. Je pense que maintenant, parce que déjà, le nombre de touristes qui en sont arrivés en Égypte, c'est un record. C'est un nombre qui n'a jamais passé. Alors aujourd'hui, le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte en 2023 sont vraiment le taux est plus élevé de ceux qui ont visité en 2010 et 2011.
Oui, bien sûr. Et concernant donc le tourisme balnéaire et le tourisme culturel, selon vous, en tant que guide touristique, quelle est la clientèle qui s'intéresse le plus au tourisme balnéaire et la clientèle qui s'intéresse au tourisme culturel, les musées, les temples, tout ça? Bon, par mon expérience, je trouve que que tous les touristes, à mon avis, que tous les touristes, il y a un côté culturel et un côté balnéaire. C'est la guerre entre les deux côtés. Oui. Mais actuellement, quelques-uns qui ont des enfants, des petits-enfants et tout ça, alors ils veulent plus balnéaire parce que c'est l'été, la mer et tout ça. Oui. Mais dans l'intérieur, ils ont un petit truc qui veut culturel. C'est pour ça qu'on trouve que tandis qu'ils sont à la destination balnéaire et ils ont une semaine à Hurghada par exemple, mais ils choisissent 2 jours pour visiter le Caire. Un jour pour visiter le Caire, un jour pour visiter Luxor et retourner. Tandis que cette journée est vraiment épuisante. Mais ils le font. Ils le font parce que déjà, ils savent que ce qu'ils vont voir, c'est éblouissant. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont venus 10 fois, 12 fois, alors c'est pas à chaque fois qu'ils vont faire la même chose. Mais actuellement, pour une fois, ils doivent le voir. Aussi, ceux qui viennent pour le côté culturel, ils savent que c'est une semaine, vraiment, parce qu'on se lève très tôt le matin, on a beaucoup à cause de la chaleur, c'est pas notre choix. Et parce aussi, qu'il y a trop l'agenda donc est plein de visites et plein d'activités. Elle est bien remplie, l'agenda. Alors, actuellement, c'est pas, mais alors, une semaine de se réveiller tôt, être à l'heure, et visiter des sites, et voir des sites éblouissants. Puis après cela, ils ont quelques jours à Hurghada, ça c'est la destination balnéaire. Alors on ne va pas trouver que le touriste, il n'y a pas un touriste qui s'intéresse culturellement seulement, il n'y a pas un touriste qui s'intéresse balnéairement. Parce qu'on a dit donc que les touristes ou la clientèle française s'intéresse le plus au tourisme culturel, aux musées, au temple, à la Haute-Égypte par exemple, alors que la clientèle italienne, allemande s'intéresse beaucoup à Hurghada, la mer, la plongée sous-marine, tout ça. Oui, actuellement les Français sont bien cultivés, mais mais ça change un tout petit peu. C'est pas comme autrefois, ils sont cultivés toujours, mais ils veulent aussi la détente et la mer, la nature. Oui, mais ce qui vraiment, je trouve très étrange et bizarre, que je trouve que papa et maman ne s'intéressent pas vraiment à ce que je suis en train de dire, mais qui captent tout. Le petit enfant de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il a étudié ça dans sa maison. C'est vrai. Non, c'est pas dans son école. Et ils sont en train, j'avais juste la semaine passée, une petite fille de 12-13 ans. Elle comparait tout ce que je disais avec ce que sa maîtresse lui disait. Et elle est venue, elle est française. Elle est française. Oui, c'est parce que dans les écoles en France, on enseigne l'égyptologie. C'est une matière très importante, oui. C'est ça. Et on n'enseigne pas l'égyptologie à la légère. Oui. On l'enseigne vraiment profondément. Ça veut dire profond, parce qu'elle me parlait avec des choses que sa maîtresse lui a dit, que moi je l'ai appris quand j'étais à l'université, vous voyez. Oui. Ouais. Bon, alors, si on parle aussi de destinations comme Marsa Alam par exemple et la ville d'Al Alamein, est-ce qu'elles sont sur l'agenda des touristes étrangers? Comme on sait que la ville d'Al Alamein attire beaucoup de touristes arabes, surtout les pays du Golfe, mais est-ce que les touristes étrangers européens s'intéressent à la ville d'Al Alamein ces jours-ci, à la ville de Marsa Alam qui est donc magnifique, mais elle n'a pas la réputation de la ville d'Hurghada par exemple. Pour les statistiques, c'est pas trop clair le genre de touristes qui visitent, mais actuellement Marsa Alam a reçu à peu près 1 million de touristes l'année passée. Alors 1 million de touristes, je ne sais pas si sont tous des Arabes ou bien il y a des Européens au milieu ou pas, mais ça c'est pas très clair. Mais je pense que ça commence. Autant qu'il y a une plongée, autant qu'il y a une bonne mer, autant qu'il y a un bon investissement, attendez au tourisme européen, il n'y a pas de souci. Là, ils partent partout parce que il y a des gens qui sont venus. Moi, j'ai rencontré des gens qui c'était leur 10e fois en Égypte.
Alors, en 10e fois, la 11e fois, ils voudront bien faire quelque chose de nouveau, oui. de récent. Je ne veux pas répéter les mêmes choses que j'ai fait avant ça. C'est tout. Oui. Vos prévisions pour la saison, donc, vous savez que dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Alors, quelle est votre prévision pour cette saison? Cette saison, on attend à une très bonne saison jusqu'à maintenant. Que surtout avec l'inauguration du grand musée égyptien, ça va être au début novembre. Et ce qu'ils disent, parce que c'est la 3e fois qu'on dit qu'on va inaugurer le grand musée actuellement. Alors je m'attends que tout le monde s'attende à cette année-là, 2025, à 17 milliards de touristes, ce qui fait un vrai taux de croissance. Oui. Concernant donc les médias, les campagnes de promotion concernant donc le tourisme, que ce soit balnéaire ou culturel, est-ce que vous voyez que ça a un rôle important, c'est suffisant jusqu'à présent, ou qu'est-ce que vous voyez donc concernant cette campagne? Bien sûr, ça c'est très efficace. Et bien sûr, les promotions qui sont toujours faites et qui reposent sur, comme je viens de dire, sur les destinations, sur le tourisme culturel et tourisme aussi balnéaire, mais les promotions sont devenues vraiment très compétitives, que ça presque essaye de cibler la plupart des goûts touristiques. Ça veut dire les enfants, les jeunes, les grands-parents, les petits-enfants, ça cible tout. Et vraiment que je trouve les campagnes sont vraiment trop bien, et surtout que ces jours-ci sont surtout sur le média. Ça veut dire sur les moins de... les réseaux sociaux. Les réseaux, oui, réseaux sociaux. D'accord, sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de faire beaucoup de ces campagnes-là. Mais actuellement, et aussi ce qui était vraiment différent qu'avant ça, c'est qu'ils ont commencé à faire des contrats avec des grandes compagnies de marketing, pour que ça soit de marketing vraiment qui arrive jusqu'à tout le monde. Parce que à ma surprise, c'est que après l'inauguration de l'allée des Sphinx, qui était à Luxor, on a vu comment l'inauguration, elle était parfaite, et tout était très bien. Moi, j'étais ébloui, j'avais la bouche ouverte vraiment en regardant ça. Moi, après quelques mois, j'ai eu des groupes, des Français, n'ont jamais vu ça. Des Suisses, jamais. Des Belges, ils n'ont pas vu. Je leur dis passer sur YouTube et voyez. Peut-être ce que j'avais, c'est un petit secteur qui n'est pas très cultivé, mais déjà ce sont des Français. Alors puisqu'il y a des gens qui n'ont pas vu, alors il y en a d'autres qui n'ont pas vu aussi. Alors actuellement c'est bien maintenant qu'ils ont fait des contrats avec des grandes compagnies. Comme ça on paye, mais on a le retour. Oui. Alors, c'est ça. On a beaucoup de campagnes. On a campagnes comme venez passer l'hiver en Égypte. Oui. Et avec les tickets mi-prix et tout ça. On a beaucoup de campagnes et vraiment c'est très efficace jusqu'à maintenant, je trouve. Et pour l'offre touristique donc présentée par les agences de voyage, par exemple, il y a une diversité d'offres touristiques. Est-ce que cela contribue donc à l'augmentation de ce genre de tourisme, et est-ce que ça contribue aussi à faire une médiatisation de quelques sites, comme vous venez de dire, l'allée des Sphinx à Luxor? Oui. Bien sûr, quand tu as plusieurs offres, et imaginez-vous que vous êtes un touriste, veut venir en Égypte. Tu ouvres, tu trouves le même menu partout. Alors déjà, tu as fait ça une fois avant ça. C'est bon. Alors tu vas fermer, tu vas trouver un autre resto ou bien un autre menu un autre produit. Oui. D'accord. Mais quand tu ouvres, tu trouves qu'il y a des choses nouvelles. Il y a même des choses plus intéressantes. Maintenant, on peut rentrer pour quelques mois sans visa, ou bien le visa réduit, ou bien je sais pas quoi. Et tu as quelques jours juste pour tes vacances. Tu vas commencer à penser. Mais si tu sais que c'est toujours, à chaque fois que tu ouvres, tu trouves que Égypte, 10 jours, 3 jours au Caire, une semaine de croisière, si tu as la possibilité de faire l'Hurghada, rien de différent, alors je ne veux pas regarder. Alors ces offres-là, alors qu'on peut aller avec plusieurs goûts, ce qui rend que, bien sûr, ça améliore et ça contribue dans la croissance du taux du tourisme.
bien sûr. Et est-ce que les agences de voyage, par exemple, est-ce qu'ils ont commencé donc à mettre le grand musée égyptien sur les séjours des touristes étrangers en Égypte? On sait qu'il n'y a pas une inauguration officielle, mais il est déjà inauguré et il y a pas mal de visiteurs tous les jours, je pense des milliers par jour. Ouais. À ce que je connais, c'est que encore c'est pas sur le programme. Peut-être ça va être pour la saison 25-26, parce que la saison n'a pas encore commencé. Mais sur le programme de ces tours opérateurs, encore c'est pas l'inauguration, mais il y a toujours, comment dire, une possibilité de le visiter. Ça veut dire, si les touristes qui arrivent, on leur dit, alors il y a aussi le grand musée, c'est un soft opening. Est-ce que vous voudrez bien le visiter? Oui, s'ils disent oui, alors c'est bon, on passe. Et sinon, alors on attend l'inauguration. Alors c'est pas officiellement, parce que c'est pas officiellement inauguré, et surtout que quelquefois on ne sait pas l'inauguration. Et comment dire, on peut pas le mettre, ça veut dire, l'inauguration était au mois de, je pense que c'était au mois de mai, alors ils ont dit que depuis 15 jours ou bien 20 jours avant l'inauguration, on va le fermer. Alors on peut pas le mettre comme principal ou bien comme quelque chose dans le programme que ça peut risquer que ça se ferme. Pour le 1er novembre, ils ont dit qu'ils vont fermer peut-être dès début octobre ou bien jusqu'à fin octobre, jusqu'au novembre. C'est du 15 octobre jusqu'au l'inauguration. Oui, jusqu'à l'inauguration, pour les préparatifs aussi de la cérémonie d'inauguration. C'est ça. Alors imaginez-vous que vous avez un programme touristique depuis la France, et vous êtes venu parce qu'il y avait le grand musée du Caire, et vous venez au mois d'octobre, vous ne trouvez pas ce que vous avez fait, tout le monde va demander des remboursements. Oui. Alors on ne peut pas le mettre avant que ce soit inauguré. Et le musée de Tahrir reste toujours la gloire de l'histoire égyptienne, et aussi une destination qui est donc indispensable pour les touristes étrangers. Bien sûr, le musée du Caire, lui-même, c'est un monument. Oui. Déjà depuis début 1900, début 20e siècle, ça a été inauguré, et ça c'est un monument. Mais actuellement, c'est que on a dans les magasins, on a plusieurs pièces, plus que 100 000 pièces qui étaient dans les magasins, qu'on n'avait pas de place pour les exposer dans le musée. Ce qui a fait qu'on a dit qu'on a le besoin de faire un plus grand musée. Mais le musée, à ce que je sais, à ce que je connais, c'est que le musée du Caire, on ne va pas le fermer. Mais on va garder dedans, ça va être comme le Louvre, des salles avec des pièces très intactes, très belles, comme des pièces des pièces vraiment qui sont à voir. Uniques, très uniques. D'accord? Une ou deux pièces par salle. Et tu restes comme le Louvre. C'est ce que j'ai entendu depuis quand j'étais au musée depuis il y a quelques années. Alors, oui, ça reste toujours le musée de Tahrir attirant, avec aussi il y a pas mal d'expositions, comme l'exposition par exemple des parfums de l'ancienne Égypte, de la nourriture. Alors il y a d'activités continuelles au musée égyptien de Tahrir qui attire les touristes. Donc malheureusement, on arrive à la fin de ce débat. Merci beaucoup, Monsieur Fadi Abdallah. Merci de m'accueillir. Guide touristique, merci beaucoup pour accepter notre invitation. On va continuer à parler du tourisme dans d'autres émissions, bien sûr. Merci et passez une excellente journée. Et alors, on arrive ainsi à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci beaucoup pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAS TV International. Dans quelques instants, le journal de midi avec Chéri Boussera.